Radio J. L'émotion de Jérôme Goulon. Bonjour Jérôme. Bonjour Cyrielle, bonjour Marc-Antoine. Bonjour. Dans cette chronique, on va parler d'artistes ou d'œuvres que vous aimez. Alors on commence en musique avec votre titre préféré du moment. Il s'agit de L'odeur de l'essence de Orelsan, que vous appelez dans votre spectacle Oreilles sales. Alors ce titre apparu sur l'album Civilisation en novembre 2021, eh bien c'est un album qui a cartonné puisqu'il s'est classé premier des ventes physiques en France en 2022, devant Nino et Stromae. C'est un classement qui date de quelques jours. Alors Orelsan, qui détient un autre record puisque c'est l'artiste à avoir atteint le plus rapidement le statut de disque de diamant dans l'histoire du rap français, rien que ça. Et pourtant, à la base, Orelsan n'était pas forcément fan de rap. En flashback, à 12 ans au collège, il écoute en effet beaucoup de rock et de métal, notamment Nirvana, Iron Maiden, Guns N' Roses et autres AC/DC. Et ce sont finalement ses camarades de basketball et de skateboard qui lui font découvrir le rap. Un vrai déclic pour Orelsan qui se met alors à apprendre par cœur tous les textes de NTM et IAM. Et puis à 17 ans, il rencontre Gringe avec qui il monte le duo Les Casseurs Floaters, en référence aux deux méchants du film Maman, j'ai raté l'avion. À l'époque, Orelsan se définit en effet comme un bras cassé, un peu à l'image de ces deux méchants maladroits. Alors le duo ne décolle pas vraiment. Orelsan enchaîne même les petits boulots pour vivre, comme celui de gardien de nuit dans un hôtel. Et c'est durant ces nuits où il n'a rien à faire et il s'ennuie qu'il écrit ses premiers succès, notamment Ramen et Saint-Valentin. Il se fait remarquer sur MySpace, l'ancêtre des réseaux sociaux. La suite, tout le monde la connaît. La popularité d'Orelsan ne cesse d'augmenter jusqu'à ce qu'il devienne numéro 1 des ventes de CD en 2021 et 2022, c'est tout récent. Un succès qu'il doit en partie pour sa critique acerbe de la société, qui trouve un large public. Il n'y a qu'à voir le clip de L'odeur de l'essence que vous connaissez forcément, très sombre et très politique aussi. Un clip dans lequel on voit notamment un camp de réfugiés, des grands ensembles HLM sur le point de s'embraser, des cocktails Molotov, un glacier s'effondrant dans la mer, des manifestations de gilets jaunes ou encore une petite fille tenant un fusil à pompe dans la main. Bref, des images qui renvoient aux problèmes et à la violence de la société actuelle, qui sont malheureusement dans l'air du temps. En tout cas, Orelsan, un artiste qui cartonne et que vous qualifiez donc d'oreilles sales. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite démo ? Ouais, c'est marrant. C'était bien la chronique, Jérôme. Franchement, comment je suis fatigué. Pourtant, je sors d'une petite sieste. Cool. On va poursuivre dans votre univers musical, Marc-Antoine Lebré, avec un chanteur d'un tout autre style, Jérôme. Oui, alors changement d'univers. Vous dites en effet avoir un très bon souvenir d'un concert de Charles Aznavour. Oui. Alors Charles Aznavour, un monument de la chanson française qui nous a quittés il y a 4 ans déjà et dont le destin a été incroyable. Un petit rappel, nous sommes en 1924 et le petit Charles Aznavour, issu d'une famille modeste, né dans un hôpital pour indigents dans le 6e arrondissement à Paris. Ses parents veulent l'appeler Chanour, mais la sage-femme de la clinique ne parvient pas à écrire le prénom correctement. Elle déclare donc le bébé à l'état civil sous le prénom de Charles. C'est pour ça qu'il s'appelle Charles. Et chose assez insolite, c'est dès l'âge de 9 ans que Charles prend le nom de scène Aznavour, puisque son vrai nom étant Aznavourian. Donc déjà à 9 ans, il avait l'idée de son nom de scène. Et puis le tournant de sa vie, il arrive en 1946. Charles Aznavour fait la rencontre d'Edith Piaf, qui le prend sous son aile. Alors chose assez amusante, Edith Piaf le surnomme le génie con. Alors c'est évidemment affectueux, mais pour autant, alors qu'Aznavour lui écrit des chansons, Edith Piaf refuse dans un premier temps de les chanter, avant de lui confier finalement en off que selon elle, il deviendra un jour le plus grand. C'est ce que Charles Aznavour racontait un jour dans une interview. Alors des mots qui touchent Charles Aznavour, qui, on le rappelle, n'est pas épargné par la presse à l'époque. Ça paraît impensable maintenant, mais au début des années 1950, les critiques le qualifient de petit homme et de petit chanteur. Ça fait un petit peu penser aux critiques de Noël Le Graët sur Zidane, c'est pas très classe, à tel point que Charles Aznavour déclare lui-même: quels sont mes handicaps, ma voix, ma taille, mes gestes, mon manque de culture et mon manque de personnalité. Il arrive même presque à perdre confiance en lui, même s'il n'abandonne pas. Et au final, comme Edith Piaf le lui avait prédit, il deviendra le plus grand, ou du moins l'un des plus grands. Et oui, alors quand on critique les plus grands, on regarde ce qui se passe pour Noël Le Graët. Je crois qu'il va devoir s'excuser. C'est le petit parallèle. Il s'est excusé. Et Mbappé, il n'est pas content. Mbappé, il n'est pas content. Il a réagi sur Twitter. C'est d'ailleurs le seul joueur de foot avec Franck Ribéry à avoir réagi. Les autres, et c'est très bien. Silence radio. Et c'est très bien. Un avis là-dessus, peut-être, Marc-Antoine Lebré. Sur Noël Le Graët ? Oui. Oui, écoutez, je pense que Jérôme a fait une bonne chronique, donc moi je ne vais pas ajouter quoi de plus, rien de plus. Bonne journée. Les dents de lait et moi on vous remercie. Un autre artiste que vous adorez, Marc-Antoine, c'est Charlie Chaplin. Oui, alors vous nous dites être passionné par la biographie de Charlie
Chaplin, disparu il y a 45 ans, le 25 décembre 1977. On veut savoir pourquoi. Ouais, son autobiographie même, C'était son autobiographie. Précis, tout à fait. Alors, Charlie Chaplin, un artiste dont la vie et les prises de position ont autant suscité d'adulation que de controverses. Alors évidemment, on n'aura pas le temps de reparler de toute sa vie, il suffirait pas une seule émission ne suffirait pas, mais on pourra retenir de Charlie Chaplin sa vision très avant-gardiste de la société. On pense notamment au Temps moderne, sorti en 1936, qui dénonçait déjà le chômage, les conditions de travail et la précarité d'une grande partie de la population occidentale. Et puis, on le rappelle, Charlie Chaplin, il a vécu un quart de siècle en Suisse, pays dans lequel il avait trouvé refuge. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas, quand on voit ces films, on n'a pas l'impression, on ne se souvient pas forcément qu'il a dû fuir. Alors, pourquoi il a dû fuir ? Ça paraît totalement impensable aujourd'hui. Mais son film, Le Dictateur, qui est une parodie évidemment du fascisme d'Adolf Hitler. Donc, ce film, il a été imaginé dès 1937, soit 2 ans avant l'éclatement de la Seconde Guerre mondiale, et surtout 4 ans avant l'entrée des États-Unis dans le conflit. Et ce film, il avait été vu d'un très mauvais œil par le FBI et les journalistes américains, aussi fou que ça puisse paraître. Sa critique acerbe d'Adolf Hitler et du fascisme avait été mal perçue aux États-Unis. Les Américains et les Anglais aussi ont en effet longtemps considéré l'Allemagne nazie comme un rempart contre le communisme. Charlie Chaplin, qui se moquait d'Adolf Hitler, était donc presque considéré comme un ennemi d'État à la solde du régime communiste. Les faits ont malheureusement donné raison à Charlie Chaplin, qui, on le rappelle aussi, n'avait pas encore connaissance des camps de concentration quand il a imaginé et réalisé est sorti Le Dictateur. Il avait même déclaré que s'il avait eu connaissance des camps de concentration, il n'aurait pas fait ce film. Bref, Le Dictateur, malgré toutes ces critiques qui ont été faites autour de ce film, eh bien, c'est un film profondément humaniste et qui deviendra finalement le plus grand succès de Charlie Chaplin. Un film culte. Pourquoi cet amour pour Charlie Chaplin, Marc-Antoine Lebray ? Parce que j'ai découvert en fait son autobiographie c'est Guillaume Meurice qui me l'avait conseillé, et c'est vrai que c'est incroyable parce qu'en fait il a une vie, il y a plein d'autres choses aussi qu'on apprend, et puis parce qu'il explique en fait comment aussi il a monté ses films, il était aussi producteur en même temps, et puis il s'est battu, et c'est vrai qu'il a connu aussi un énorme succès, et après il s'est fait descendre mais complètement par les États-Unis, et c'est vrai que je connaissais pas moi ce passé-là, et il s'est réfugié effectivement en Suisse. Enfin, c'était un peu surréaliste quoi, mais c'est hyper intéressant. Ce livre, il est assez incroyable. Qu'est-ce qui vous passionne ? C'est l'artiste engagé, aimé, désaimé ? Ce côté success story qui finalement... Oui, ça, et puis surtout son passé aussi, comment il a commencé au départ à faire des blagues, etc. Il galérait aussi, il y avait beaucoup beaucoup de barrières, et puis du coup il a construit son spectacle tout seul, ses films tout seul, et c'est intéressant. Vous n'avez pas connu ces barrières, vous, Marc-Antoine Lebray ? Ça a été plutôt la chance. Ah non, au départ, effectivement, moi je connaissais personne dans le métier, donc... Et puis comme tous les humoristes, comme énormément d'humoristes, il y avait au départ, quand j'ai commencé la scène, il y avait 10 personnes à peine dans la salle de spectacle. Donc il n'y a rien de facile en fait, il faut toujours s'accrocher et toujours continuer de créer et d'essayer d'être original aussi. Essayez d'être original. Eh bien, écoutez, dans l'originalité, votre film préféré, Marc-Antoine Lebray, c'est pas le plus original, mais c'est le plus culte, j'ai envie de dire. Oui, alors vous n'êtes pas le premier invité à nous dire que c'est l'un de vos films préférés. Il s'agit de Forrest Gump, de Robert Zemeckis, avec Tom Hanks, bien évidemment. Alors, un film tourné il y a 30 ans, puisqu'il a été tourné en 1993 et sorti en 1994. Et oui, les années passent vite. Alors, l'histoire... Tout le monde la connaît, on ne va pas revenir dessus. On peut évoquer en revanche 2 petites anecdotes assez croustillantes autour de ce film. La première, tout le monde se souvient de la fameuse scène où Forrest Gump court pendant des mois à travers les États-Unis. D'ailleurs, il y a sa barbe qui pousse. Eh bien, cette scène, figurez-vous qu'elle n'aurait jamais dû exister. En effet, à l'époque, les producteurs de la Paramount estimaient qu'elle coûtait trop cher. Tom Hanks a donc décidé de financer lui-même cette scène qu'il jugeait indispensable au film, le tout en échange d'un plus gros pourcentage sur les recettes du film. Un pari gagnant puisque Tom Hanks a empoché $30 millions puisqu'il avait négocié 8% des recettes brutes, contrairement à l'auteur du film, celui qui a écrit le film, qui lui avait négocié un pourcentage sur les recettes nettes et qui n'a touché que $350 000 à l'époque. Pour la petite anecdote. Et puis autre anecdote qui est une grande anecdote, j'ai envie de dire. Il a écrit le film, son nom m'échappe, il a touché $350 000.
et Tom Hanks donc qui avait renégocié son pourcentage à la hausse en échange de financer notamment cette scène. Mais elle a pris 30 millions. Vous le saviez, Marc-Antoine Lebré? Non, ça je le savais pas. C'est une belle information. Deuxième anecdote, Jérôme. Ah oui, alors il y a une autre anecdote un petit peu plus triste entre guillemets, puisque Forrest Gump aurait dû avoir une suite écrite en 1995 dans laquelle Forrest Gump donc fait face à son fils atteint du sida. Il rencontre également la princesse Diana et il est témoin, donc le fils de Forrest Gump, de l'Atlanta de Oklahoma City. Oui mais voilà, alors que le scénario il a été finalisé le 10 septembre 2001, et ben qu'est-ce qui se passe le lendemain? Et ben les attentats du 11 septembre donc qui ont eu lieu le lendemain où Incroyable, le scénario a été terminé. Résultat, Robert Zemeckis, le réalisateur, et Tom Hanks ont estimé que compte tenu du contexte, le film n'avait plus du tout de raison d'être. Donc les attentats du 11 septembre, en plus évidemment d'avoir coûté la vie à des milliers d'innocents, eh bien ils nous auront donc aussi privés de la suite de Forrest Gump. Oh là là, c'est très triste ça en fait, Jérôme, parce qu'on aurait adoré avoir Alors, la évidemment, suite. il faut remettre en perspective avec toutes les personnes qui ont perdu la vie, mais c'est vrai que c'est Bien incroyable sûr. de se dire que ce film qui est culte encore, la preuve, Marc-Antoine, vous nous dites que c'est votre film préféré, la suite était écrite, mais voilà, à cause de cet événement, elle n'a pas eu lieu. Et puis en plus de ça, c'est vrai que dans la suite, le fils de Forrest Gump devait rencontrer Lady Diana qui est morte en 97. Enfin bref, ça. C'était pas le film à faire. C'était pas Lady possible. Diana qui meurt, ils ont dit, allez, Il aurait on fallu tout met le projet changer. à la poubelle, quoi. Voilà. Incroyable. Marc-Antoine Lebré, l'occasion de vous demander pourquoi c'est votre film préféré. Qu'est-ce qu'il fait sortir en vous? C'est compliqué déjà de trouver son film préféré parce qu'il y en a toujours un qui remplace l'autre, etc. Mais j'ai choisi Forrest Gump qui n'est pas un film tout jeune parce qu'il y a tout dedans, je trouve. En fait, il y a tout. C'est compliqué de faire mieux en fait. À la fin, on se dit et c'est un film qui ne vieillit pas mal. À chaque fois, on retombe dessus, on fait Forrest Gump et puis tu regardes et puis tu fais ah ouais, c'est quand même super bien. Parce qu'il y a tout, il y a du rire, il y a des trucs, il y a des scènes très très drôles, il y a des scènes très très touchantes et je sais pas, c'est un condensé. Pour moi, c'est le meilleur film de Tom Hanks, mais après, c'est une question personnelle. C'est une question personnelle, c'est vrai. C'est ça.